Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode des lives de l'IFRAB. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous revoir, ça faisait 15 jours je crois que j'étais pas intervenu à l'antenne. La semaine dernière, on a eu Maxime Nélaton, assistant de Saint-Chamond-en-Provence, qui a fait une très belle intervention autour du jeu de transition. Puis on a enchaîné assez fort en milieu de semaine avec les tips de l'IFRAB et on a eu une nouvelle intervention de Guillaume Bizat que je vous invite à revoir. Vous pouvez la revoir, je pense, en début de semaine sur l'IGTV et en replay sur notre chaîne YouTube. Et pour ce 10e épisode, on vous l'avait promis, on voulait quelque chose de nouveau. Et plutôt que de s'appuyer exclusivement sur la vision d'un coach, on a voulu s'appuyer sur des experts du terrain, je dirais même des experts sur le terrain, car il s'agit de deux joueuses de ligue féminine. Mais avant de les présenter, petit clip d'introduction. Voilà, ça fait du bien de revoir ces belles images en sortie de confinement. Vous avez deviné, il s'agit effectivement de l'emblématique Céline Dumerc et de l'étoile montante Alix Duché. Bienvenue, mesdemoiselles. Céline, comment tu vas? Bonjour à tous, je vais très très bien, malgré cette période un peu compliquée. Voilà, on fait avec et donc du coup on attend un petit peu les dernières nouvelles pour essayer de retourner sur les terrains. Ouais, fin de basket? Ouais, quand même. Super. Alix, la forme? Bonjour à tous, pareil, tout va bien, on essaye de faire au mieux avec le confinement et là maintenant le déconfinement et voilà. Cette cheville toute neuve? Toute neuve, au top. Voilà, pour les internautes qui ne le seraient pas, Alix revient de blessure, elle s'est fait opérer et elle est au top. Et puis enfin, la troisième personne qui interviendra, c'est l'inaltérable Pierre-Olivier Croisin, mon collègue. Pierrot, ça va? Ça va et toi, Yann? Ouais, ça va, très bien. Merci. Bon, t'as vu, on n'a pas fait de clip sur toi, on a hésité. On a dit quand même que c'était mieux de faire le focus sur Céline et Alice. Je m'incline, il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, c'est toi qui nous as proposé cette thématique-là, du développement de la meneuse de jeu. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui a motivé ton idée? En fait, c'est notre idée parce que effectivement, c'est nous qui assurons les choix des IFRAB Live et des thématiques depuis maintenant le 10e. Et en fait, on s'est dit qu'à un moment, il fallait aussi laisser la place aux acteurs de terrain et qui de mieux que Céline et Alix pour parler du rôle de meneuse de jeu. Et je pense qu'elles ont des éclairages et des choses à nous partager que nous, coachs, on va apprendre, j'en suis certain. Et puis surtout, je voulais aussi faire un petit clin d'œil parce que j'ai eu la chance d'avoir Alix au pôle il y a quelques années et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle sur son rôle de meneuse de jeu et son évolution. Voilà. Ok, super. Alors j'ai un premier défi pour Céline et pour Alix. J'aimerais que vous soyez capables de vous décrire en tant que joueuse l'une l'autre. Voilà, une espèce de question un peu croisée. Est-ce que Céline, tu peux nous décrire un petit peu le profil de jeu d'Alix? Ouais, c'est une question un peu piège parce que alors là, moi je suis hyper nulle pour décrire les gens. Mais c'est vrai qu'Alix, je pense que on a un peu déjà le même gab. C'est une meneuse de jeu pas de grande taille, athlétiquement qui a vraiment de grandes qualités de vitesse et d'explosivité. Et après, c'est ouais, je m'y retrouve. Non, je peux pas dire ça parce que ça voudrait dire que j'ai envie de revenir en arrière. Mais en tout cas, elle a des qualités qui me parlent et on voit l'évolution. Enfin, je me souviens d'elle quand on a joué quand elle était à Arras. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier, elle avait vraiment
une mentalité déjà de leader et elle voulait avancer et on voit dans le parcours qu'elle a aujourd'hui l'évolution qu'elle a parce que le plus dur quand tu es meneuse de jeu et que tout simplement quand tu es une joueuse de basket c'est d'avancer d'évoluer d'année en année et on voit que voilà elle peaufine un petit peu son rôle de meneur de jeu elle prend de plus en plus d'assurance bon je vais pas spoiler un petit peu le reste de la conférence, mais c'est vrai qu'elle prend des responsabilités de plus en plus dans des moments chauds et ça, ça fait partie d'un rôle de meneur de jeu. Donc voilà, c'est pour moi, une jeune meneuse de jeu qui a beaucoup et qui a pratiquement toutes les qualités, voire toutes les qualités pour performer au plus haut niveau. Et toi, Alix, comment est-ce que tu perçois Céline en tant que meneuse de jeu? Déjà, pour aussi, moi, parce qu'elle a joué un peu d'eux. Ouais, pour moi, c'est déjà l'emblème du basket féminin. Donc, quand moi j'étais toute petite, c'était Céline que je regardais. Après, le plus gros point que j'ai vu chez Céline, c'est surtout le leadership que personnellement, j'ai pas forcément. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable, dans les moments très très chauds, de sortir des tirs improbables. Je me rappellerai toujours pour Montpellier encore. Mais voilà, et aussi autant athlétique et un très haut QI basket. Ok, super. Je vous propose un petit clip pour introduire la première thématique. C'est parti. Ok, merci. Céline et Alix, alors je vous le dis tout de suite, effectivement, on a, avec votre invitation, l'idée c'était d'avoir votre regard de sportive professionnelle, mais n'hésitez pas à dévier et même à donner votre avis sur le basket masculin, parce qu'aujourd'hui, sur le poste de meneur de jeu, il évolue beaucoup, et on a de plus en plus de meneurs qui sont effectivement des meneurs scoreurs. Donc ma question, elle est, même si elle est un peu clivante, et je pense que la réponse est bien plus complexe que ça, la meneuse de jeu, le poste 1 en général, plutôt scoreur ou plutôt dans la création, dans la passe? Céline, tu commences? Bon, je me lance. Effectivement, c'est une question très très complexe parce que moi, tout de suite, quand j'entends cette question, j'ai envie de dire c'est ni l'un ni l'autre. Parce que le rôle de meneur de jeu, son rôle premier, c'est d'organiser. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va mettre en place son équipe. Donc, par déduction, j'ai envie de dire, son rôle premier, c'est de faire la passe, parce que c'est de monter la balle et de faire la première passe pour lancer un système de jeu et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, le basket évolue. Il y a des choses qui changent et qui prennent le pas. Et on n'est plus dans une case. Chaque joueur, maintenant, a de plus en plus de cordes à son arc, pardon. Et on peut pas dire, voilà, celui-ci il fait que ça ou celui-ci il fait uniquement ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que d'abord, la meneuse de jeu, elle est là pour passer, pour organiser son équipe, mais elle est là aussi pour scorer dans les moments où son équipe en a besoin. Après, c'est tout un... Voilà, ça dépend des systèmes de jeu, ça dépend de l'équipe qu'elle a à côté d'elle, ça dépend de l'adversaire qui doit, à un moment donné, faire des choix défensifs. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres, mais il ne faut pas se tromper. On ne peut pas avoir juste une casquette en se disant, surtout en tant que meneur de jeu, on doit avoir tellement de choses à faire sur un terrain que c'est ni que scorer ou ni que passer. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire sur le terrain. Donc, voilà, c'est assez complexe comme réponse, enfin, comme question et derrière la réponse. Ok, merci. Alix, tu en penses quoi? Je vais rejoindre Céline sur le fait que pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de choix à faire sur ces deux options. Après, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la meneuse est beaucoup plus recherchée aussi dans le scoring
il y a beaucoup plus de combos. Je sais que quand souvent on est deux arrières, on peut jouer autant un que poste 2. Donc le scoring devient de plus en plus important, mais pour moi le rôle de la meneuse, ça reste en priorité d'organiser, de passer, et voilà. Pierre, t'hésites pas à intervenir si tu veux amener ton éclairage, bien sûr. Non, en fait, juste pour compléter ce qu'elle vient de dire, c'est quand on est coach et qu'on a une jeune meneuse de jeu en formation, on essaye de lui faire comprendre cet équilibre-là. C'est-à-dire quand elles disent que c'est ni l'un ni l'autre, c'est pour moi la création d'un juste équilibre entre les deux. C'est-à-dire jouer pour soi, jouer pour les autres. Voilà, faut trouver cet équilibre-là. Et comme le dit Alix, la tendance du basket actuel et l'histoire des combos fait que ça a tendance quelquefois un peu à s'inverser. Donc je pense que le rôle du coach dans la formation, c'est de lui faire comprendre les moments où elle doit jouer pour elle, les moments où elle doit faire jouer les autres. Voilà, c'est cette justesse qu'elle doit trouver pour créer cet équilibre-là entre les deux choses. Ok. Et en termes de timing dans le match, de déroulement du match, comment, pour vous, en tant que poste 1, vous vous organisez pour répartir ces moments où vous allez être plutôt dans la création et ces moments où vous êtes plutôt dans le scoring? Céline? Il n'y a pas véritablement de fil comme ça, conducteur au fil d'un match. C'est les situations, c'est voilà, l'évolution du score, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui fait que ça va changer. C'est aussi l'adversaire. On prend en compte l'adversaire. J'ai le souvenir l'année dernière des finales de Montpellier contre Lyon. À un moment donné, le choix défensif de Lyon était de glisser sous les écrans. Donc effectivement, sur les pick and roll, même si c'était assez tôt dans une attaque, Alix, elle avait des tirs ouverts qu'il fallait qu'elle prenne. Et effectivement, c'était peu importe que ça soit à la première, 5e ou 18e minute, les choix vont aussi se présenter à nous en fonction de ce que l'adversaire va nous proposer. Donc on peut pas se dire non, je me garde tous les tirs juste pour la fin du match, ou non, là je vais faire que des passes. Non, c'est prendre un peu en compte ce qui se passe sur le terrain, ce que l'adversaire nous propose, comment son équipe aussi tourne, parce que il suffit qu'un jour on ait une joueuse qui soit vraiment un petit peu en grande réussite et on va organiser le jeu autour d'elle. Et puis après, c'est toute une stratégie qui a été mise en place avec l'entraîneur en amont par rapport à l'adversaire du jour. Quoi. Ok, Alix, comment tu vois le truc? Moi, je vois surtout par rapport à l'aspect défensif de l'adversaire, comme le disait Céline. Après, il y a aussi sur certains moments, c'est sur comment notre équipe elle fonctionne pendant le match et comment nos joueuses sont. C'est-à-dire, par exemple, si on a des joueuses majeures qui sont un peu moins bien dedans ou autres, et qu'un moment notre équipe elle est en difficulté, c'est aussi le rôle de la meneuse de prendre ses responsabilités pour être peut-être plus en scoring ou autre chose comme ça. Ok. Pierre, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette histoire de temporalité? Non, je voulais juste rajouter qu'en fait, c'est l'histoire du danger, en fait. Il faut créer du danger. Et ce que Céline et Alix mettent en avant, c'est l'histoire du rapport de force par rapport à la défense. Où en fait, effectivement, le meneur de jeu, il doit être capable de créer du danger pour lui ou d'amener du danger avec les autres. C'est ça l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est capable, notamment autour des situations de pick and roll, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de situations de pick and roll, c'est quand elle joue des pick and roll, si elle est capable d'amener du danger par sa capacité à tirer autour du pick and roll, que ce soit dans le jeu de fixation ou dans le tir, ça ouvre d'autres espaces pour jouer avec les autres. Et dans la formation, on invite très souvent, et je me rappelle avoir eu longues discussions avec Alix à ce sujet-là, c'est d'abord être capable de créer des choses pour elle, pour pouvoir créer pour les autres. Parce que la défense va s'adapter à son danger. Et donc, en s'adaptant, ça va ouvrir d'autres opportunités pour les autres. Voilà. Ok, merci. Au sujet de la formation, justement, du poste 1, et là, je vous demande une seule réponse. Pour vous, quelle est la première compétence à développer chez le meneur, chez la meneuse de jeu? Une réponse. Attention, la France entière vous écoute. Céline, est-ce que tu veux bien répondre? On ne veut pas faire répondre Alix en premier. Je changerai au cours de l'interview. Non, une compétence, mais tactique, technique. Tu choisis. Question piège. Ouais, non, moi déjà je dirais le dribble. L'aisance au niveau du dribble. Parce que mine de rien, le meneur de jeu, il a beaucoup le ballon dans les mains. Et on se rend compte que plus on est à l'aise avec le ballon dans les mains, plus on n'a pas besoin de regarder son ballon comme ça quand on dribble, on prend les informations devant et c'est ce qu'on nous demande, c'est de regarder, d'organiser, de mettre en place. Et donc si on est en train de dribbler et que
Voilà, donc du coup, le fait d'avoir une vraie aisance au niveau du dribble, non seulement on peut se dépatouiller de notre adversaire direct et Dieu sait qu'à la main, normalement, on a souvent des petites teignes qui sont autour. Et du coup, ça peut nous aider beaucoup pour développer tout le reste. Vraiment, ça va faciliter parce que si on a une bonne aisance au niveau du dribble, la passe peut partir plus vite, on a une vision voilà, plus claire du jeu. Donc, je dirais que c'est ça, mais il y a tellement de choses, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile, c'est vrai. Après, il y a toujours deux écoles dans le coaching. Et soit on forme le joueur en priorité par le dribble, et après on attaque le tir, soit c'est l'inverse, le tir, et après le dribble. Donc, Céline, c'est team dribble. Alix? Moi, je dirais la défense. Parce que c'est quelque chose qui est pas forcément bien regardé, parce qu'on regarde beaucoup l'attaque. Mais pour moi, la défense, c'est primordial, et surtout en tant que meneuse, parce que c'est une défense tout-terrain, c'est pas une défense demi-terrain. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu développes la défense, derrière, en réaction, la personne qui est en face de toi, elle est obligée de développer aussi un comportement pour pouvoir jouer face à cette défense-là. Et souvent, effectivement, ça va rejoindre une forme d'aisance avec la balle, comme Céline l'a mentionné. Donc, Alix, team défense. Pierre-Olivier, ta team? Ce qu'elles viennent de dire, c'est forcément important. Je rejoins Céline, c'est difficile de donner une qualité. Après, moi, je trouve qu'une meneuse de jeu, c'est celle qui doit être capable de prendre de l'information et de traiter de l'information. Le plus. C'est-à-dire qu'elle est face au jeu et globalement, elle doit être capable de trouver des solutions pour elle et pour l'équipe. Donc, je dirais plutôt le côté un peu cognitif de prise d'infos et traitement d'infos. Ok, super. Alors, on va commencer par Alix pour cette dernière question sur la thématique du profil de jeu du poste 1. Création, d'accord, ou rigueur? Ouais. Ça dépend après, je pense que du jeu qu'on propose, quoi, mais moi je dirais plus création. Ouais, plus dans la création, tu penses que c'est une qualité fondamentale chez la meneuse de jeu? Ouais, parce que je pense que, enfin, dans notre poste de meneur de jeu, à tout moment, on doit créer. On doit créer soit pour les autres, soit pour nous. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà à l'esprit quand tu as attaqué ta carrière pro? Ou tu étais plutôt de te dire, bon, bah, j'attaque, voilà, je fais surtout pas de bêtises? Non, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt la rigueur. Parce que je voulais pas sortir des systèmes, pas faire de bêtises, je voulais pas perdre de ballon. Donc j'étais vraiment dans la rigueur. Mais après, si on arrive à s'ouvrir un peu plus, on comprend que déjà notre jeu, faut pas le changer, faut rester soi-même. Même si on fait des pertes de balles ou autre, c'est comme ça, on doit apprendre. Et après, que la création, c'est vraiment important, et encore plus au jour d'aujourd'hui dans le basket moderne. Ok. Céline, rigueur ou création? Ouais, je dirais rigueur quand même si je suis complètement d'accord avec ce que Alix vient de dire, mais comme elle a dit, elle a commencé, c'est par de la rigueur. Je pense que notamment en tant que meneur de jeu, si on est, parce qu'on faut savoir qu'on est le chef d'orchestre, on est celui qui a le plus souvent le ballon, celui qu'on regarde quand ça soit en défense, on est devant tout terrain. Donc du coup, on a quand même pas mal le projecteur sur soi. Et si on commence à faire n'importe quoi, à faire de la création à tout va, parce qu'après il y a création et création. Moi, quand j'entends création, oui, c'est créer quelque chose dans un but. Mais si on est un peu dans le freestyle, là, ça peut être dangereux pour son équipe. Donc, du coup, il faut quand même un minimum de cadre pour que on n'est pas tout seul quand on joue, même si à un moment donné, on va avoir une prise de décision et sur à un moment donné dans une attaque, c'est nous qui allons créer la différence. Il faut quand même que les gens savent un petit peu où on va, parce que si je commence à attaquer à tout va, mes coéquipières, elles vont pas être dans le bon spacing, ça va pas être le bon timing, et ça c'est deux choses très très importantes. Donc il faut de la création forcément, et c'est important, et de plus en plus le jeu aujourd'hui nous amène à faire ça, plutôt que effectivement des systèmes à rallonge. De toute façon on joue plus en 30 secondes là, donc ça va beaucoup plus vite, mais à côté de ça il faut quand même un minimum de cadre. Voilà. Ok. Pierre, je crois que tu voulais creuser un peu la question sur le sujet de la formation. Ouais, je voulais juste dire pour ce que dit Céline, c'est la balance entre la discipline et la créativité.
C'est ça qu'il faut être capable. Et une meneuse de jeu, elle doit vraiment respecter cette balance-là, cet équilibre-là. Si elle est trop disciplinée, elle amènera pas forcément de danger, et donc voilà, c'est compliqué. Et si elle est trop créative, ça rejoint ce que dit Céline, elle va jouer peut-être toute seule et ne pas faire jouer son équipe. Donc cette balance-là entre discipline et créativité, elle est fondamentale à faire comprendre aux jeunes joueuses. Moi, j'avais une petite question pour Céline. Qu'est-ce que tu retiendrais de ta formation de meneuse de jeu au travers de tous les coachs avec lesquels tu as travaillé? Qu'est-ce que ils t'ont appris en premier sur ce poste-là? Ce qu'ils m'ont appris, moi, je me souviens d'une chose, c'est le tempo, un petit peu, qu'on a besoin de faire, parce que j'étais une joueuse un peu, voilà, un peu folle, avec beaucoup d'énergie, tout ça, machin, et tu as envie de jouer vite, surtout quand j'ai commencé, c'était encore les 30 secondes. On est encore dans un jeu un peu plus voilà, structuré, un peu plus carré, des longs systèmes, tout ça. Et moi, j'avais toujours la pile électrique. Et en fait, ce qui est important pour le meneur de jeu, c'est réussir à trouver un petit peu le tempo du match, c'est-à-dire savoir quand il faut aller vite vers l'avant. Aller vite vers l'avant, il faut y aller tout le temps. Ça, pas en question. Mais après, savoir jouer vite ou savoir ralentir un petit peu, lancer son équipe. Après, avoir conscience qu'on organise. Comme tu disais, le meneur de jeu, c'est celui qui a le plus d'infos dans sa tête. Et là, maintenant que je suis passé au poste 2, je m'en rends compte encore plus comment c'est le bonheur d'être allé à l'aile ou à l'intérieur. On ne fait rien, on pense à rien, on attend que ça arrive. Mais le meneur de jeu, il est constamment en train de devoir réfléchir. C'est lui qui connaît tout, il connaît tous les mouvements de chaque joueuse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois ce poste de jeu-là. Donc du coup, voilà, c'est ce que je retiendrai, mais il y a tellement de choses. Et encore aujourd'hui, j'apprends, même si je suis passée en poste 2. Ce qui est génial dans ce poste de jeu-là, c'est qu'on apprend tous les jours. Et on nous forme avec des aspects un petit peu tactiques et techniques au début, mais après on peaufine notre rôle de meneur de jeu avec l'expérience qu'on découvre sur le terrain, sur les matchs, et on apprend, je pense, on grandit en tant que meneur de jeu toute sa carrière. Ok, je vous propose qu'on passe à la thématique suivante sur la préparation physique. Petit clip. Voilà, petit clip d'introduction sur la prépa physique. La première question que j'aimerais vous poser, c'est celle au sujet de la formation physique. Et j'insiste bien sur le terme formation. L'idée, c'est que doit-on faire dans la prépa physique avant, effectivement, de devenir une joueuse professionnelle. On va commencer par Alix. D'abord, je pense que la prépa physique, c'est pas quelque chose de très connu en France, on va dire. On n'est pas à fond dans la prépa physique, mais on nous apprend à nous former là-dessus et on nous apprend surtout à se préparer pour tout ce qui est limiter les blessures, à avoir des petites routines pour les genoux, pour les chevilles, pour notre corps, pour protéger notre corps et pour pouvoir avoir la meilleure carrière derrière. Après, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et pour ma part, je pense qu'en France, on n'est pas assez fixé sur la prépa physique. Pour revenir un petit peu sur les images qu'on a vues là pendant le clip, pour un moment, tu es en train de faire un travail de changement de direction et tu es avec un ballon de football américain où il y a, là, je pense que c'est le préparateur physique, te lance oui, c'est ça. pourquoi le foot américain dans le cadre de la prépa physique. Bah, mon conjoint fait du football américain et c'est surtout que j'aime bien changer de sport sur les périodes d'avant de reprise de compétition ou autre. Et c'est pour voir aussi autre chose. Par exemple, le football américain, souvent les appuis sont différents parce que déjà c'est sur de l'herbe, donc on est en crampon. C'est des choses totalement différentes et on travaille d'autres muscles et d'autres aspects. Donc, par exemple, dans le football américain, les changements de direction, c'est un peu la base de leur sport. Mais on peut faire du football américain
et mettre des changements de direction après dans le basket. Donc c'est faire un autre sport, mais pour le remettre derrière dans son propre sport et travailler d'autres muscles. Voilà. Ok. Céline, ton avis sur la formation physique de la joueuse, du joueur? Oui, je rebondis un petit peu par rapport à ce qu'Alix a dit. C'est vrai, en France, on n'est pas très, je dirais pas calé parce que c'est pas le terme, mais on attache peut-être un petit peu moins d'importance que dans certains pays, notamment les États-Unis, où ils sont très branchés par rapport à tout ça. C'est important. Nous, en France, effectivement, on a ce côté un peu de prévention. On fait de la prépa physique, mais pour se prévenir, et non pas pour progresser et travailler. Quand on a été jeune, moi j'ai des souvenirs à l'INSEP avec Bernard Gros-Georges. Je me souviens de certaines séances qui m'ont marqué. Mais moi j'aimais ça, mais j'avais aussi des capacités, voilà, sans forcément rien faire. J'étais déjà musculairement, j'ai toujours été assez solide et tout, donc c'est plus plaisant. Quand tu sais que tu peux encaisser la charge de travail, plutôt que je sais qu'il y avait des joueuses qui étaient plus en difficulté, se taper un développé couché ou de la presse, ça plaît pas parce que nous ce qu'on aime c'est jouer au ballon, donc on va pas se mentir. Maintenant c'est quand même super important et quand on est jeune, je pense qu'on peut emmagasiner tout ça, toute cette expérience qu'on a fait, toutes les séances que l'on a eues, c'est important parce que notre corps il a une mémoire et le fait d'avoir travaillé assez tôt la préparation physique, je pense que ça peut amener le corps à déjà avoir une base, ce qui fait que derrière, si on veut aller loin dans le haut niveau et dans les charges, il y aura déjà cette mémoire physique qui sera là. Ok, je vais enchaîner avec toi tout de suite, Céline. En m'inspirant de la vidéo où on te voit travailler, alors c'était pas les 12 travaux d'Hercule, c'est les 12 travaux de Céline. Ça avait l'air d'être intense. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, ce type de travail-là, au cours de la saison ou entre les saisons? Oui, alors non, au cours de la saison, c'est très rare parce qu'effectivement, quand on a 2 matchs par semaine, une fois qu'on est lancé, on n'a pas forcément beaucoup pour mettre des choses spécifiques prépa physique. Surtout qu'aujourd'hui, la prépa physique a un peu changé aussi, notamment dans le sport pro. Enfin, on retranscrit un peu plus les choses sur le terrain, basketement parlant. C'est-à-dire que, voilà, aller courir pendant 1 heure dans la forêt, moi, je faisais ça quand j'ai commencé ma carrière pro, mais aujourd'hui, on le fait plus. Il y a des séances sur piste, tout ça, mais très peu. Après, on va vite sur le terrain pour retranscrire des choses, des mouvements que l'on fait, parce que j'ai eu fait des préparations où j'avais l'impression d'être en canne. Oui, j'avais du coffre et tout, j'avais couru autour de la piste, tout ça. On me mettait sur un terrain, on me mettait un défenseur sur moi, un petit contact, des changements de direction, et j'étais oxy. Donc du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Mais je ne me rappelle plus de ta question maintenant, parce que je me perds un petit peu des fois. Aujourd'hui, de la préparation physique, toi, ouais. Non, mais disons que j'essaye de le faire quand je peux. Je suis pas très très assidu, mais c'est important de temps en temps de se remettre une petite charge. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de le faire l'été dernier. Là, en ce moment, c'est compliqué avec le Covid, mais j'ai continué, même chez moi, à faire des petites sessions comme ça pour garder un minimum, pour avoir une base. Mais encore une fois, je sais qu'une fois repassé sur le terrain, il y aura un autre travail qui sera beaucoup plus pas performant, c'est pas le terme, mais en tout cas plus précis et qui servira plus pour après être performant sur le terrain en tant que basketteuse. Et toi, Alix, sur la prépa physique au quotidien, là, comment tu l'envisages? C'est-à-dire aujourd'hui, en tant que joueuse professionnelle, la préparation physique, c'est quelque chose auquel tu attaches beaucoup d'importance? J'en attache beaucoup d'importance parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Donc après, je sais qu'il y a eu des questions, mais pour moi, c'est la chose la plus importante au jour d'aujourd'hui parce qu'il faut que mon corps soit solide pour que justement je puisse aller sur un terrain de basket et que je puisse progresser. Donc c'est quelque chose de très important à mes yeux et je pense que c'est très important surtout quand on est jeune parce que on peut avoir une progression basket, mais on peut avoir aussi une progression physique. Donc voilà. Ok, bah justement, on va rebondir sur l'aspect de la blessure. J'ai une question là-dessus. C'est comment est-ce que, parce que la blessure fait quand même partie à un moment ou à un autre de la carrière d'un joueur, d'une joueuse. Comment est-ce que vous la surmontez? Comment est-ce que vous la dépassez, la blessure? Alix? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel.
parce qu'on peut soit le vivre très très mal et négatif, soit le vivre bien et positif, même si c'est quelque chose de négatif de base. Je sais que chaque blessure, je les ai pris positivement, et c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui, et c'est comme ça que ça m'a fait après, parce que voilà, les blessures, ça fait partie du sport, ça fait partie de notre quotidien, donc de les prendre positivement, ça fait déjà 60% du travail. Et j'en ai l'exemple avec ma cheville, c'est que beaucoup m'ont dit qu'il fallait pas que je me fasse opérer, etc., etc. C'est très compliqué parce qu'il y avait plusieurs opinions. Et je me suis concentrée sur mon propre opinion. Genre, je suis restée positive. J'ai dit, voilà, je me fais opérer. Je sais que ça va marcher, que ma cheville serait nickel. Et au final, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 mois d'avance. Donc, je pense que de rester positif, c'est la base. Et après, voilà. Déjà, félicitations, hein. C'est cool que tu aies gagné tout ce temps. Céline, toi, la blessure, comment est-ce que tu l'appréhendes? Ouais, c'est particulier. C'est vrai que j'ai eu de la chance au final dans ma carrière de ne pas être trop souvent blessé. Et comme l'a dit Alix, prendre une blessure du côté positif, alors moi, c'était pas du tout ça. Donc du coup, heureusement, je me suis pas trop blessée parce que même si on sait que ça fait partie de notre quotidien, à chaque fois, ça fout vraiment un coup d'arrêt et c'est pas évident. Et pourtant, Dieu sait que mentalement, c'est hyper important d'être positif, de se dire qu'on va revenir, que ça va aller. Et ton corps, c'est pareil, il enregistre tout ça. Donc, c'est compliqué. Une blessure, c'est compliqué parce on sort un peu du groupe, on fait du travail à côté, on a un rythme qui est complètement différente du rythme normal d'une vie d'équipe et de groupe. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. Donc, il faut il faut surmonter ces moments-là. Derrière, je pense qu'on en ressort toujours un peu plus grandi. Maintenant, voilà, pour revenir à ce qu'on disait avant, la prépa physique, c'est important pour justement prévenir, pour essayer de minimiser les possibilités de se blesser. Il y a une hygiène de vie qui doit être aussi prise en compte. Moi, j'ai fait des conneries quand j'étais un peu plus jeune, mais voilà, j'ai fait deux, trois trucs et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Est-ce que tu veux performer au haut niveau? Et dans ce cas-là, bon, faire la fête avec tes potes, non, hein, c'est pas possible parce que 2 jours après, je suis sur le terrain, j'ai un match. Et donc, du coup, il y a voilà, l'alimentation, le sommeil, il y a plein de paramètres comme ça qui sont à prendre en compte. Et on n'a pas une vie complètement normale en tant que sportif de haut niveau. Et mine de rien, notre corps, c'est notre outil principal. Et il faut en prendre soin. Et des fois, on a de la chance d'avoir un outil qui est solide. Et des fois, on a un outil qui est un petit peu déjà abîmé. Donc, il faut faire attention. Maintenant, tout le monde revient d'une blessure. Il faut être positif, comme l'a dit Alix. Je veux dire, il y a très peu, mine de rien, il y en a hein, malheureusement, mais il y a très peu d'athlètes qui ont dû arrêter véritablement tout sport à cause d'une blessure. Donc, on peut toujours revenir. Donc, il ne faut pas non plus se mettre à la tête trop au fond du seau quand on a une blessure. On en revient. Bien sûr, vous avez parlé d'hygiène de vie, vous avez parlé aussi de mental, et ça fait la transition avec la thématique suivante. Marion? On associe souvent leadership et poste 1. Ma question, elle est simple. Hein. Est-ce que cette qualité de leadership, elle est indispensable pour être meneuse de jeu? Céline? Indispensable, j'ai envie de dire non, parce qu'il y a des meneurs de jeu qui sont peut-être pas leaders, mais parce que ça dépend, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que le leadership, quoi? Est-ce que c'est un leadership vocal? Est-ce que c'est un leadership d'attitude? Donc, c'est quand même vachement mieux d'être un leader quand on est meneur de jeu, parce que
on est un chef d'orchestre, on est celui qui fédère, on doit être celui qui mène un petit peu à bien le projet collectif. Donc on se doit en tout cas d'être exemplaire, on se doit d'être un petit peu voilà, le chef de file. Et si on n'a pas un minimum de leadership, ça va être difficile de tirer les autres derrière nous. Donc je pense que même si pour moi le leadership, on ne décide pas de l'avoir où on est un leader ou on l'est pas, il suffit pas de se lever un matin de dire allez aujourd'hui je vais être leader. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant il faut qu'on se sente investi d'une mission. Après c'est comment retranscrire voilà, ce projet-là, et est-ce que c'est par la parole? Moi, je sais que je parle beaucoup, et Dieu sait que j'ai saoulé pas mal de mes coéquipières en voulant toujours essayer de tirer les filles vers le haut. Mais par contre, ce que je faisais aussi, c'est que c'est une forme d'exemplarité, tu es toujours à fond, tu respectes toujours voilà, tes coéquipiers, ton entraîneur, tout ça, tu as une part d'exemplarité pour que les joueuses qui sont derrière toi, elles te suivent, les yeux fermés, parce qu'elles savent que tu es là pour le projet commun, collectif, et ça derrière, voilà, on n'a pas peut-être forcément besoin de la parole pour faire tout ça. Donc il y a différentes formes de leadership, mais c'est quand même assez important pour une meneuse de jeu d'avoir ce type de leadership aussi quand même. Ton sentiment, Alix, par rapport à la question du leadership? Je rejoins pardon, Céline sur le fait que non, je pense pas que ça soit indispensable. Je sais que dans mes années jeunes, quand justement j'étais avec Pierre, il me disait souvent que j'étais pas un leader vocal, et on me demandait d'être un leader vocal, mais je pouvais pas le faire, c'était autre que ma nature. Et en arrivant dans le monde pro, c'est quelque chose qui est quand même très important, parce que tout passe par la meneuse. Et au début, quand on est jeune, c'est quelque chose de difficile, parce que quand tu arrives et que tu as 18, 20 ans et que tu as des filles de 30 ans qu'il faut que tu lui dises, toi, tu fais ça, 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 et t'as pas le droit de faire ça. C'est des choses compliquées, mais je pense que c'est quelque chose qui, comme elle l'a dit, qui s'apprend. C'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, et voilà. Pierre, tu veux réagir par rapport à la formation de la joueuse et la question du leadership? Oui, alors je pense que Céline, elle a laissé une énorme trace dans la question du leadership par rapport à la meneuse de jeu. Alors, je me souviens de beaucoup de discussions au sein de la fédération, et on a recherché des profils correspondant à Céline dans son leadership. Sauf que Céline, elle est unique, et que son leadership, il est aligné avec sa personnalité, et que ça fait qu'une seule personne, et que donc on peut pas chercher à correspondre à quelqu'un si on n'est pas aligné. On pourrait faire une conférence sur le leadership, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Je pense que pour avoir côtoyé Alix et vu jouer Céline, elles ont du leadership. Elles l'expriment pas de la même manière. C'est-à-dire que, comme l'a dit Céline, elle était plutôt vocale, et une capacité à transcender, à encourager, à vocaliser les choses. Et Alix, c'était plutôt du leadership de jeu, en fait. Elle l'exprimait en prenant des responsabilités, en prenant des initiatives, elle développait une forme de leadership. Et moi, en jeune, j'ai vu des équipes se tourner vers elle dans des moments cruciaux, sans même qu'elle ait pris la parole. C'était juste qu'elle avait donné son leadership d'une autre manière que simplement en commandant vocalement ou en dirigeant vocalement. Donc, moi, la chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de meneuse de jeu, le leadership qu'on veut développer, il doit être aligné avec la personnalité. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on joue un rôle, à un moment donné, on va y perdre en crédibilité, et les gens ne vont pas forcément nous suivre. Et donc, les deux, dans leur leadership, elles sont alignées avec leur personnalité. On a pas mal parlé là de leadership vocal, et puis tu as parlé d'une autre forme de leadership. Ça revient un peu à l'idée du body language, d'avoir cette capacité aussi à communiquer avec ce qu'on va renvoyer de soi en termes d'image. C'est ça, Pierre? Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, quand une équipe, elle se tourne vers une joueuse, c'est qu'à un moment donné, la joueuse, elle a dégagé quelque chose. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'explication, c'est quelquefois pas rationnel, en fait. C'est juste que la joueuse développe un tel sentiment de maîtrise et de confiance que les autres se tournent vers elle dans les moments décisifs. Et pour moi, c'est ça aussi le leadership. C'est ça aussi le leadership. Donc oui, ça passe pas que par la parole, ça passe par le body language, par tout ça, quoi. De toute façon, la meneuse de jeu, elle est observée. Elle est observée par le coach, elle est observée par les autres joueuses, et que donc, si elle dégage cette forme de sérénité, cette forme de, comme tu dis, d'équilibre ou de maîtrise, forcément, les gens vont se tourner vers elle dans les moments cruciaux, et elle aura une part de la décision. Ok. Donc, tu as associé quand même le leadership à la confiance en soi.
Ça me permet de rebondir sur la question qui suit. La confiance pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à gagner au fur et à mesure ou c'est certains événements qui vous font passer un cap? Alix, ton idée là-dessus? Je pense que c'est certains événements qui font passer un cap, mais c'est quelque chose aussi qui se travaille. Genre, tout ce qui est dans la prépa mentale, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui commence un peu à diffuser, le travail de prépa mentale là, dans le milieu pro? Je pense pas que c'est encore quelque chose qui soit, je peux me tromper, hein, mais qui soit vraiment évolué dans le basket français. Après, je pense que par contre, c'est quelque chose de très important pour pouvoir passer des caps sur certaines situations ou des choses comme ça. Tu le vois plutôt sur un travail individuel, personnel, ou ça peut être un travail plus collectif? De base, je pense que c'est un travail individuel. D'accord. Après, ça peut aussi se transformer sur un travail d'équipe, collectif. Céline, qu'est-ce que tu penses de cette idée de gagner en confiance progressivement ou plutôt par étapes avec certains événements? C'est compliqué parce que la confiance, c'est quelque chose qui fluctue. Mais dans une carrière, comme dans une journée, comme dans un mois, comme dans une saison, ça serait tellement facile de se dire oui, c'est bon, allez, j'ai confiance. Et puis que ça dure. Non, il suffit, moi personnellement en tout cas, il suffit d'un mauvais entraînement, d'un mauvais match pour que derrière, voilà, je sais plus quand c'était il y a une saison ou deux, j'avais fait une très bonne première partie de saison et j'ai confiance. Il a suffi d'un match pour me foutre la tête à l'envers. Donc du coup, c'est vraiment propre à chacun et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vachement faire attention et des fois on n'a pas trop tendance à y mettre voilà, l'importance que ça mériterait. Parce que si par exemple, je prends l'expérience que j'ai eue en WNBA, ce qui m'a marqué, c'est la confiance en soi que les Américaines, elles ont. C'est un truc de barjo. Pourtant, c'est pas des joueuses, j'ai joué avec de très bonnes joueuses, mais j'ai joué avec des joueuses moyennes. Mais elles avaient une confiance en elles qui a fait que elles prenaient des décisions, elles prenaient elles faisaient des choses sur le terrain mais à un moment donné, je sais pas ce qu'elles font. Mais elles le faisaient avec confiance, avec détermination. Bah, du coup, ça passait. Alors, des fois, ça passait pas, mais des fois, ça passait. Et là, quand je suis rentrée des États-Unis, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, la confiance, c'est vachement important dans la réussite de ce qu'on va entreprendre. Que ça soit voilà, sur une prise de tir, sur une prise de décision, sur voilà, une agressivité qu'on a décidé de faire à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, à cet instant-là du match. Mais voilà, c'est quand même vachement important et c'est un élément qui fluctue assez facilement, notamment chez les filles. Je pense que chez les garçons, c'est un peu différent. La confiance, ils ont quelque chose, voilà, ils en ont un peu plus que nous, mais nous, on a tendance à penser aussi que la confiance, c'est l'arrogance. Non, il y a deux choses différentes. On peut avoir confiance en soi sans se la raconter. Et il faut justement faire attention. Et ça, je pense que c'est quelque chose, l'entraîneur a quelque chose à faire sur ça. Il doit donner confiance à ses joueuses, il doit donner confiance à sa menace de jeu pour qu'elle puisse exprimer le meilleur de son potentiel. J'aime beaucoup cette idée, à la fois, on peut être à la fois humble et avoir de la confiance en soi. C'est vraiment une belle image. Tu as été touché, toi aussi, parfois, alors on a été touché par la grâce, mais où tu atteins ce niveau tu te vois presque jouer de l'extérieur, c'est une espèce d'état de flow. Alors des fois, tu peux être down, mais des fois, tu es vraiment... Comment, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, tu as atteint ces niveaux où tu étais là, tout en haut? C'est une bonne question à laquelle je cherche encore la réponse, parce que si j'avais cette réponse, je me dirais il suffirait voilà de le reproduire, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et ce qui est rigolo, c'est que en 2011 au championnat d'Europe, j'ai été au fond du seau. J'avais un capital confiance proche de -1000, et 1 an après au jeu, je fais des jeux de fou. Va savoir ce qui s'est passé. Alors oui, il y a eu une saison entre-temps avec mon club à Bourges, mais pourquoi en étant voilà, dans une même équipe, parce que pratiquement l'équipe de 2011, c'était pratiquement l'équipe de 2012. Pourquoi, comme ça, j'ai changé d'état d'esprit? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais après, c'est comment tu appréhendes les choses. Je suis quelqu'un qui est très... j'ai envie
d'être parfaite. J'ai envie que tout soit maîtrisé, que ça soit bien, tout ça. Et là, je pense que j'ai lâché un petit peu pendant ces jeux. J'ai voulu me faire plaisir. J'ai mis la notion de plaisir avant la notion de perfection et la notion de résultat au-dessus de voilà. D'abord, j'ai voulu me faire plaisir. Et en fait, j'ai lâché un petit peu prise et j'étais uniquement dans l'instant présent, quoi. Allez, je prenais les décisions quand elles venaient à moi, mais j'étais pas dans est-ce que cette décision va avoir l'impact de est-ce que là, parce que moi, par exemple, j'ai refusé je sais pas combien de tirs dans ma carrière parce que dans ma tête, je me disais non, celle-ci, elle est mieux placée que moi. Non, celle-ci, attention, elle a une meilleure réussite que moi, donc du coup, je vais créer pour elle. Alors que non, le jeu faisait que c'était moi qui étais libre. Je dois prendre et j'ai confiance et c'est le bon choix et j'y vais avec, voilà, encore une fois, avec de la confiance. Et donc, pendant ces jeux, je pense que j'ai été libérée d'un poids que je me mets et que je me mets encore aujourd'hui. Hein. Le mental, voilà, c'est plus fort que nous. Hein. On n'a pas toujours la maîtrise sur lui. Et donc, le plus dur, c'est justement réussir à avoir ce lâcher prise qui peut nous permettre d'avoir un impact tout de suite et d'être uniquement dans les prises de décision et pas derrière réfléchir à est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est ça, est-ce que j'ai bien fait, non, voilà, on y va avec confiance et franchement, il y a 70% de chances que ça marche et que ça soit positif en tout cas. Une dernière question par rapport au mental. Je pense que comme tout fan de basket, vous avez fait comme moi, vous vous êtes jeté pendant le confinement sur The Last Dance, le documentaire sur les Chicago Bulls. Et on y voit à un moment une image de Michael Jordan hyper intransigeant avec ses coéquipiers. À la limite d'être parfois même tyrannique par rapport à la perfection qu'on doit essayer d'atteindre. Je voudrais avoir votre avis sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, cette ultra intransigeance, ou c'est plus complexe que ça? Alix, peut-être? Je vais laisser la place à Céline. Parce que franchement... bon, tu l'as vu, The Last Dance? Ouais, je l'ai vu, je l'ai regardé. Et toi, ton avis sur... quand tu as vu ça, tu te dis, ouais, ok, c'est ce qu'il faut faire, ou bon, peut-être que c'est plus complexe que ça, finalement? Je pense que c'est plus complexe, ouais. Après, je sais pas, j'ai pas pris assez de recul pour en parler, là, prendre une position. Ouais, tu penses que c'est peut-être aussi une posture un peu des médias pour pouvoir faire monter un peu la sauce sur le documentaire, peut-être? Non, pas forcément. Je pense que Jordan était vraiment comme ça. Moi, j'avais pas cette vision de lui, vu que je suis très très jeune et c'était pas forcément nos années, mais je sais pas. Ok. Céline? Non, moi je pense qu'il y a aussi c'était une autre génération. Moi quand j'ai commencé, j'étais peut-être pas tyrannique, mais bon, de temps en temps, voilà, avec moi il fallait filer droit et je sais que j'ai pas toujours eu voilà la diplomatie, les mots un peu voilà sur le moment quand tu es dans le feu de l'action, ben tu fais pas de belles tournures, donc du coup tu as tendance un petit peu à crier entre guillemets sur tes coéquipières et moi j'étais tellement dans l'intransigeance pour moi en tout cas je voulais faire tout à fond, faire bien tout ça, donc j'en attends de même de mes coéquipiers, donc effectivement ça m'est arrivé de crier sur mes coéquipières et comme dirait Gaël Crella, je cours après mes joueuses des fois pendant les lancers francs. Ça m'est arrivé de traverser tout le terrain pour aller dire quelque chose à une joueuse qui n'avait pas fait l'action précédente, machin, bon bref. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est un peu différent. Moi, j'ai commencé avec des entraîneurs qui me criaient dessus et j'adorais ça. J'adorais ça vraiment. Mais véritablement, il y a un entraîneur qui m'a tapé dessus avec un ballon, enfin qui nous a shooté dessus avec un ballon. Mais aujourd'hui, on peut plus faire ça. Aujourd'hui, c'est voilà, quand on entend à l'école que si la maîtresse elle lève la règle, mais les parents, non. Enfin, je veux dire, on n'est plus du tout dans cette période-là. Donc, du coup, il faut ajuster un petit peu son discours. Et moi, ça a été un peu difficile pour moi dans cette transition avec les plus jeunes. Elle marche plus comme moi. Moi, ça a marché au bâton. J'y vais. Tu me gueules dessus, mais moi, je vais te montrer que tu vas pas me gueuler dessus 2 fois parce que je vais être parfaite la fois suivante. Mais d'autres joueuses, certaines générations, non. Il faut qu'elles soient dans la confiance. Il faut qu'elles soient un petit peu chouchoutées entre guillemets pour pouvoir s'exprimer. Donc, on est tous un petit peu différents pour exposer le meilleur de soi. Et ça, c'est encore une fois, c'est le rôle de l'entraîneur
de savoir un petit peu quel discours entamer. Et en tant que meneur de jeu, il faut aussi s'adapter à ses coéquipières, à savoir qui c'est qu'on a en face, et quel discours on tient avec qui. Mais ça, c'est quelque chose qui est vachement dur parce que, en tout cas, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'adapter parce que j'avais envie de dire non, je m'adapte pas à mes joueuses, c'est elles qui s'adaptent à ce que je fais. Sauf que non, c'est voilà, on est tous un peu différents, on a des personnalités différentes et il faut prendre en compte tout ça. Et après, Michael Jordan, il était tellement au-dessus et lui, par rapport à son travail, à son abnégation, tout ça, on ne pouvait rien lui reprocher. Donc le fait qu'il soit si dur avec ses coéquipiers, c'était difficile d'aller à l'encontre de ce qu'il pouvait faire parce que le gars, c'était le premier, le dernier à arriver sur le terrain. Donc quand tu as des exemples comme ça, même si tu n'es pas toujours d'accord, bon, il te montre quand même que le gars, il réussit. Donc pour l'instant, il n'avait pas trop de tort dans ce qui se faisait. Et toi, Pierre, est-ce que tu cries après les gens? Les arbitres font pas partie de la réponse. Hein. Ouais, je me suis soigné, je te rassure, je me suis soigné. Non, juste pour faire le lien avec ce qu'elles ont dit toutes les deux, effectivement, je pense que le coach a une vraie importance et qu'on est passé dans une posture où on doit accompagner les joueuses et on doit les accompagner dans la prise d'initiative, dans la création et donc dans la gestion de la frustration et l'acceptation de l'erreur. Et j'ai très souvent le souvenir de jeunes joueuses qui aujourd'hui n'osent pas, ne font pas de choix en fait. Préfèrent, comme le dit Céline, penser que l'autre est mieux placé qu'elle pour gérer quelque chose et transmettre la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et en fait, l'entraîneur, il doit être capable d'entraîner à la prise de responsabilité. Il doit structurer la créativité et ça passe par l'accompagnement. Et je me rappelle, avec Alix, être beaucoup dans le questionnement avec elle pour lui faire comprendre et analyser les situations pour se rendre compte qu'elle détient une clé de la réponse. Et que cette clé-là, elle doit la prendre et elle doit créer cette responsabilité-là. Et donc Céline, elle a parlé de JO 2012, mais Alix, la série qu'elle fait contre Lyon l'année dernière, sur 2-3 matchs, voilà, moi j'ai envie de lui poser la question, pourquoi à ce moment-là, tu te retrouves dans cet état de confiance et que tu prends tes responsabilités, alors peut-être à d'autres moments tu les prends pas. C'est une question pour toi, ça. Non, c'est vrai que toute la saison, j'ai pas été du tout en confiance. Et il y a eu un changement aussi un moment de coach, assistant coach, etc. Et je me suis retrouvée en assistant coach avec Virgile Lopez, qui vient du Brésil. Et c'est quelqu'un qui m'a donné une autre vision du basket, une autre vision de la confiance. Et c'est quelque chose qui m'a apporté. Et quand je suis arrivée sur les phases finales, où il m'a dit justement on a besoin de toi, c'est quelque chose moi je me sers de ça, de tout ce qui est le stress, la pression, les enjeux et après je pourrais pas expliquer le pourquoi à ce jour-là j'ai pris confiance ou autre. Je sais qu'il y a un match référence qui m'a donné confiance, c'est le match la demi-finale contre Bourges, quand le coach il m'a dit tu rentres et c'est toi qui dois faire le taf sur Marine Johannes. Et Marine Johannes, c'est c'est une joueuse d'exception. Et on a réussi à la tenir je sais plus, elle avait dû marquer 5 ou 6 points sur la demi-finale. Et c'est ce match référence qui a fait que derrière, j'ai lâché prise et je me suis dit, bon, si déjà défensivement, j'arrive à faire quelque chose, pourquoi offensivement, je lâcherai pas prise et que j'arriverai aussi à apporter du scoring et autre chose à mon équipe. Et après, dans l'accompagnement avec Virgile Lopez, justement, c'est ça qui m'a fait monter, qui m'a fait faire ma série la saison passée avec Montpellier. Merci. Alors, le temps commence à passer vite, donc je m'excuse auprès des internautes. On a pas mal de questions, mais on oublie quand même de dérouler, même si les sujets sont tous plus passionnants les uns que les autres, et on change de thématique et on passe à la défense. Petit clip.
Ok, alors ce que je vous propose, je vais zapper une paire de questions que j'avais prévues sur la défense pour en retenir que quelques-unes, et comme ça laissera la place aux internautes, s'ils le veulent, de pouvoir poser une question par rapport à la défense. La première question que je vais vous poser, Céline, Alix et Pierre, d'un point de vue de la formation du poste 1, est-ce qu'il est préférable plutôt d'accompagner la joueuse, le joueur à harceler le porteur de balle, à mettre de la pression sur la balle, ou plutôt d'être dans une action de protection du panier? Quel est pour vous le plus intéressant en termes de formation du joueur? Céline, peut-être? Alors, j'aime pas le terme harceler parce qu'il y a aussi une terme de danger quand on dit ça. Maintenant, je suis plus pour avoir une forte pression sur le porteur de balle parce que le danger, le premier, c'est le ballon. Et effectivement, si on le laisse faire ce qu'il veut, avoir la vision de tout ce qui se passe, bah, ça va être plus facile pour lui d'organiser et d'être un danger. Donc du coup, il faut pour moi avoir une pression sur le porteur de balle. Maintenant, en ayant chacun est différent. Donc il faut savoir jauger un petit peu la pression que l'on met. Si on n'a pas de canne, ça sert à rien de faire tout terrain. Si à partir du premier changement de dribble, on s'est fait passer. Donc du coup, il faut avoir une notion un petit peu se connaître, ce qu'on est capable de faire, l'adversaire, prendre en compte aussi l'adversaire. S'il est dangereux sur un départ en dribble très fort, bon ben il faut pas non plus être complètement collé parce que du coup derrière on va se faire passer dès le premier dribble. Mais pour moi, c'est quand même le ballon qui reste le plus dangereux avant de se mettre en position un petit peu flottante. Pierre-Olivier, tu as une réaction par rapport à cette idée entre effectivement mettre très forte pression sur la balle ou plutôt effectivement être dans la protection du panier? Je vais répondre un peu différemment en disant que le défenseur, c'est la première personne que l'on voit défendre. Quand on est poste 2, poste 3, jusqu'au poste 5, elle est devant nous. Et c'est la première personne qu'on voit défendre sur la remontée de balle. Et effectivement, c'est elle qui va donner l'intention de la défense. Si j'ai devant moi une meneuse de jeu qui est capable de défendre assez haut, naturellement, quand je suis poste 2 ou poste 3, je vais me sentir en confiance et donc je vais remonter d'un cran. Et donc, le bloc défensif, il va remonter. Et donc, c'est quand même elle qui va déterminer ce tempo-là, cette prise de risque, ces initiatives-là. Donc, pour compléter la réponse de Céline, il faut avoir conscience de ça quand on est meneuse de jeu. C'est-à-dire que quand on défend sur un pick and roll, par exemple, si on met de la pression, on sait très bien que mon partenaire qui va m'aider autour du pick and roll, s'il me voit mettre de la pression, il va se sentir en sécurité. Donc, il aura peut-être à combler moins de choses que si jamais je mets moins de pression ou si je suis plus en dilettante. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et la deuxième chose, c'est pour renforcer ce que dit Céline, il faut se connaître. C'est-à-dire qu'on peut défendre la même intention, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut mettre de la pression sur la balle, mais on n'a pas les mêmes qualités physiques. Donc quelqu'un qui va être doté de qualités physiques intéressantes va pouvoir aller plus haut, plus longtemps, alors quelqu'un qui a moins de qualité va faire la même intention, mais peut-être plus près du panier avec un peu moins de temps. Et ça, c'est vraiment important, cette histoire de connaissance, pour avoir une notion de contrôle et derrière d'emmener tous les gens qui sont derrière nous à défendre sur la même intention. Ok, Alix, ton avis? Je vais rejoindre Céline et Pierre. Je pense que la pression sur ballon, c'est très important et c'est la base un peu. Et aussi le fait que la meneuse de jeu soit au premier rideau. Et on parlait de tempo en attaque et je pense que c'est pareil en défense. C'est nous qui mettons le tempo aussi en défense. Donc voilà. Et surtout aussi connaître ses qualités parce que c'est sûr que si on a un peu moins de qualité physique, si on met de la surpression et qu'on se fait passer sur le premier dribble, c'est compliqué pour les titulaires. D'accord, très intéressant. Je trouve cette idée de dire qu'à un moment, une action individuelle de défense peut générer des comportements collectifs. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Dans le clip d'introduction de cette thématique sur la défense, Alix et Céline, on vous voit chipper des ballons. Donc moi, j'ai une question par rapport à l'interception. C'est quelque chose qu'on travaille peu dans l'entraînement. Donc le sens de l'interception, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est quelque chose qui se bosse? Céline, si tu veux commencer peut-être. Alors, moi, je vais m'auto-tailler là. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout ma qualité première de chipper des ballons. Sincèrement, je suis pas sûr, j'ai pas vraiment bien regardé le clip, mais je suis pas sûr que j'en chippe beaucoup. Mais bon, bref. En tout cas, pas dans le dribble comme Alix peut faire. Et quand on disait, voilà, il faut apprendre à se connaître, on est différents. La manière dont on défend, on est tous un petit peu différents. Il y en a qui sont sur l'intensité, il y en a qui sont dans l'anticipation, il y en a, voilà. Et donc, ça, c'est très particulier et c'est très propre à chaque joueuse. Moi, j'ai un handicap, c'est que j'ai des tout petits bras.
on m'appelle T-Rex, tu vois. Donc, du coup, j'ai été vachement handicapée dans ma carrière. Du coup, pour piquer les ballons, c'est vachement plus emmerdant. Maintenant, il y a un sens de l'anticipation. On sait un petit peu qu'est-ce que l'adversaire veut faire. On sait comment, quand on est fort en pression, on sait vers où il regarde. C'est nous qui l'orientons. C'est pour ça que la pression défensive, c'est important parce qu'on veut amener l'attaquant là où on sait qu'il y aura des aides, là où on sait que... voilà. Et donc ça, pour moi, c'est autant important qu'une interception. Maintenant, moi, c'était pas ma qualité première, mais Dieu sait que c'est quand même important. C'est juste, encore une fois, une notion de justesse entre être voilà, très en pression et être à chaque fois dans l'anticipation et dans l'envie d'intercepter, et puis derrière se faire avoir sur un backdoor, ce genre de choses. Donc il faut faire très attention. Moi, j'ai joué avec des joueuses qui aimaient aller à l'interception, sauf que si je me prends un panier derrière parce qu'elle est tout le temps dans l'anticipation, autant te dire que la prochaine fois, elle va le faire, quoi. Donc, voilà. Tu lui cries après. Exactement. Alix, est-ce qu'on te donne aussi un surnom de dinosaure, toi aussi? Non, pas du tout, non. C'est pas du tout ma qualité aussi première. C'est pas quelque chose enfin, ouais, ma qualité première. Après, je pense aussi c'est quelque chose qui est dans l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a des moments sur des actions où c'est instinctivement qu'on fait l'interception alors qu'on n'avait pas réfléchi forcément ou s'était pas mis en défense pour forcément intercepter. Après, c'est quelque chose qui se travaille peu. Donc, c'est quelque chose soit qui est inné en nous, soit qu'on n'a pas forcément. Après, il y a des joueuses, par exemple, je vais donner un exemple comme Sarah Michel, qui pour moi, c'est la joueuse un peu clé là-dessus, qui est toujours bien placée, qui anticipe souvent les choses, les passes des adversaires ou les choses comme ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est inné ou pas inné. Pierre, c'est quelque chose d'inné pour toi, l'interception? Non, je pense qu'elles se sous-évaluent toutes les deux parce qu'elles ont une qualité toutes les deux, c'est qu'elles sont toujours, pour moi, toujours très bien positionnées en défense sur des non-porteurs. Et ça se voit sur les images du clip. Elles ont toujours une position qui est toujours en train de rechercher à prendre de l'information. La balle, ma joueuse, le danger, évaluer le danger, elles sont tout le temps en train de faire ça. Et ce positionnement-là peut faciliter la notion d'anticipation et donc d'interception. Et ça se remarque à une chose, c'est que si vous regardez, elles sont toujours en train de bouger la tête à chercher à prendre de l'information en permanence. Et cette notion de vision, ça permet d'ajuster son positionnement, de déterminer où est le danger et à quel moment elles doivent intervenir. Et quelquefois, effectivement, si elles estiment que c'est le moment d'intervenir, elles sont dans une position d'interception. Mais en tout cas, c'est peut-être pas les plus grandes interceptrices, mais elles sont toujours très bien positionnées et elles prennent de l'info pour traiter ça. Ok, merci de vos réponses. On passe tout de suite à la thématique suivante. L'adresse, c'est petit clip. Voilà, je vous conseille déjà d'aller jeter un œil au reportage qu'avait fait Canal sur Céline qui s'appelle Invisible, qui est extrêmement intéressant. Je pense que vous pouvez le retrouver sur YouTube et peut-être en replay sur Canal+. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte et je vais m'adresser immédiatement à Céline. Toi, Céline, qui est à 47%, je crois, à 3 points cette saison, ce qui est extraordinaire. Est-ce que l'adresse, c'est simplement une question de mécanique? Non, honnêtement, pas du tout. Parce que je m'en suis rendu compte au fil des ans. Ma mécanique, j'ai toujours la même depuis un petit moment maintenant. Elle est ce qu'elle est. Quand on voit, voilà, il y a eu un reportage sur Canal. Des fois, je me dis, j'ai un peu honte de montrer ça, notamment à mes petites joueuses du camp à tour de péage, là, avec mon tir un peu décalé. Maintenant, ça prouve bien que chaque geste, chaque technique peut quand même amener à une finalité de scorer. Donc déjà, ça c'est chacun peut y trouver son compte. Maintenant, je me suis rendu compte que la confiance, le lâcher prise,
l'idée de prendre la décision de tirer amène aussi quelque chose au final. C'est-à-dire que si je shoot parce que je dois shooter absolument, là c'est le dernier ballon, je shoot et j'ai pas le choix, bon, ouais, franchement j'ai beau avoir la même gestuelle, ça va pas rentrer. Maintenant si j'ai décidé de, voilà, je le prends, je suis sûr de moi, j'y vais avec confiance et tout, là il y a un vrai impact. Donc du coup il n'y a pas que la gestuelle. Après c'est très important. Je me souviens moi quand j'ai commencé, je tirais pas beaucoup à 3 points, puis la ligne était un peu plus près en plus. Il y avait quand même la ligne à 3 points, hein, quand même. Mais, mais disons qu'après, plus on tire, plus les temps passent. Je veux dire, je sais pas combien j'ai envoyé de tirs depuis le début de ma carrière, mais ça, il y a un vrai impact parce que, comme on disait, le corps, il a une mémoire et du coup, ma gestuelle maintenant, clac, elle se fait toute seule. Mais l'adversaire, la confiance que l'on a au moment où on le prend, les appuis, la fatigue, tout ça va intervenir sur la réussite. Et on a beau envoyer des tirs à l'entraînement, on se mettra jamais aussi bien en situation que celle que l'on a en match. Donc du coup, il y a beaucoup de paramètres et la confiance en fait énormément partie. Et ça, encore une fois, l'entraîneur peut avoir un vrai plus et un vrai impact sur les joueuses si voilà, quand on entend son entraîneur qui dit allez, le prochain tir c'est toi qui le prends. Mais je sais pas, des fois ça peut te foutre le stress, mais des fois aussi tu peux y aller et te dire ok j'y vais, je vais le mettre quoi. Donc du coup il y a vraiment un impact psychologique et de confiance qui est important dans l'adresse. Alix, qu'est-ce que tu penses de la mécanique et effectivement de la réussite dans le tir? La mécanique, je pense pas que ça soit quelque chose du tout. Chacun a sa propre mécanique, chaque personne a sa propre mécanique. Et après, je rejoins Céline sur la confiance, parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et après, surtout la répétition, parce que certes, en entraînement, on n'est pas comme en réalité comme en match, mais la répétition fait que après, la mémoire et la confiance va faire qu'en match, on sera mieux. Et enfin, Pierre, ton avis de formateur? Faire attention à ce que je dis parce que Céline met la pression sur les coachs depuis le début de l'intervention. Donc, il faut faire attention à ce qu'on peut dire. Je dirais que pour moi, c'est l'intention de tirer. Donc, ça rejoint l'histoire de la confiance et tout ça. C'est avoir l'intention. Pour avoir l'intention, il faut être prêt à tirer. Donc, il faut être en rythme. Et c'est important. La deuxième notion, c'est pour moi le rythme. La troisième, c'est l'alignement. Il faut être aligné. Et il faut travailler la finition. Donc, si je voulais résumer la mécanique, avoir l'intention de être prêt, en rythme, être aligné et finir son geste. Et ces choses-là, ça passe par effectivement tout un travail analytique, mais c'est vraiment l'idée de le retranscrire dans le jeu et dans des situations jouées. C'est-à-dire être capable de comprendre que je ne peux pas tirer si je ne suis pas en rythme. Je ne peux pas tirer si je ne reçois pas la balle dans les bonnes conditions. Et ça, c'est hyper important à développer cette compréhension-là chez les joueuses pour que derrière, elles développent des sentiments de confort pour se dire, voilà, dans mon sentiment de confort, et là, je peux tirer parce que je suis en rythme, je suis dans le bon espace, je suis aligné et donc j'aurai une forte chance de marquer des paniers. Alix, Céline, est-ce que vous avez des petites gammes, des routines pour justement être bien dans l'adresse, des choses que vous faites peut-être avant les matchs ou avant les entraînements habituels? Alix? Personnellement, j'ai pas de routine particulière. C'est pas, j'arrive, je fais tout le temps la même chose, etc. Après, oui, par exemple, j'aime bien commencer avant les entraînements ou avant les matchs, un petit exemple, mais faire des flotteurs, genre marquer 10 flotteurs à droite, marquer 10 flotteurs à gauche pour tout ce qui est touché. Après, sinon non. Toi, Céline? Non plus. J'ai pas eu de routine particulière. Après, il y a toujours une partie où tu es plus dans la répétition. Et une un petit peu plus aussi dans tes séances de tir où tu es un peu plus en rythme, un peu plus proche de ce que tu peux retrouver en match. Mais j'ai pas de routine particulière, quoi. Il y a une alternance et voilà. Un exercice alors peut-être préféré que vous aimez bien faire ou refaire au sujet de l'adresse, Céline? Non, envoyer à 3 points, c'est vraiment quelque chose sur la fin de ma carrière, là où je fais de plus en plus et en essayant d'enchaîner le plus de tirs possible. Où je faisais pas mal de ça à Bourges pour sans tirs marqués, combien j'en ai pris. Moi, je n'étais pas trop dans le comptage parce qu'au bout d'un moment,
je lâche le truc ou j'arrive pas à me stimuler avec ça. Mais au final, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça parce que j'avais peur de pas y arriver. Donc du coup, je me disais non, je compte pas. Et en fait, ça te met la pression un petit peu. Et donc voilà, tu te challenges en me disant bon allez, au bout de deux de suite raté, tu repars à zéro. Enfin voilà, des petits trucs comme ça où tu te tout un challenge qui t'est propre et qui te stimule. On n'est pas tous pareils, on réagit pas tous de la même manière et ça c'est important. Alix, toi aussi, tu as un petit exercice préféré que tu aimes te faire des fois, hop, comme ça en solo, en sortie d'entraînement, où tu vas balancer un peu? Ouais, j'aime bien faire un tour, par exemple, à 3 points ou à 2 points, même en flotteur, souvent. Je finis souvent par 150, 200 tirs, des choses comme ça. Ouais. Ok. Bon, écoutez, bien heureusement, ils ne nous ont pas dit le tir du milieu de terrain de fin d'entraînement. Ouais, mais là, on rentre dans des jeux d'argent, là, donc on peut pas en parler. Ça se dit pas. On va attaquer la dernière thématique, qui est votre œil un peu plus sur l'entraîneur. Et pour vous, quelle est la première qualité d'un entraîneur? Et tout mélanger, hein. Technique, tactique, management, connaissance de la préparation physique, tout mélanger. Quelle est pour vous la première qualité que doit avoir un entraîneur? Tiens, Alix. Pour moi, c'est le management. C'est savoir, par exemple, des fois, il y a des équipes, elles sont refaites à neuf, on va dire. Genre, il y a 7 nouvelles joueuses, 2 anciennes. Et pour moi, le management, c'est un peu la base. C'est savoir construire une équipe avec des individus individuels et pas avoir que des individus dans une équipe. D'accord. Céline, toi, pour toi, c'est la première qualité d'un entraîneur aujourd'hui, ça doit être laquelle? Ouais, c'est un peu ça, c'est le management de son équipe et réussir, parce que si on avait une seule manière de jouer au basket, si on jouerait tous de la même manière. Le problème, c'est que, et heureusement que notre sport est tellement vaste et tellement, c'est pour ça qu'on s'y plaît tant à y jouer, il y a tellement de manières de jouer au basket que on peut avoir autant d'entraîneurs qui proposent des choses différentes. Mais par contre, le plus important, c'est comment l'entraîneur arrive à passer son message, arrive à fédérer son équipe autour de lui, et ça, c'est pour moi la qualité la plus importante. Et je prends l'exemple de Pierre Vincent qui a été un petit peu mon mentor, c'est que, et notamment aux Jeux Olympiques, il a réussi à transcender chaque joueuse. Et il a eu la meilleure équipe qu'il a voulu à ce moment-là, dans cette compétition-là, parce que il nous a, en tout cas, il nous a fait croire qu'on était peut-être tout extraordinaire, mais derrière, ça nous a permis d'évoluer à notre meilleur niveau, ensemble, en équipe, et d'aller chercher l'espèce de Graal un petit peu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on est toutes différentes de par nos vies, nos parcours et tout. Et réussir à fédérer toute une équipe avec les personnalités de chacune, c'est quelque chose qui est vachement difficile et qui se travaille, mais au quotidien. Et c'est pas l'exercice 3 et puis l'exercice 28 qu'on a fait à l'entraînement 14 qui fera que c'est un bon entraîneur à mes yeux. Non, c'est celui qui arrive à fédérer autour de lui et de faire sortir le meilleur de ses joueurs. Pierre, toi qui est à la tête là, un petit peu de la réforme de la formation initiale des techniciens sur la Fédé, est-ce que c'est quelque chose de management qui diffuse aujourd'hui largement dans les formations? Il n'y a rien à rajouter à ce qu'elles viennent de dire. Elles viennent vraiment de dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur, si je me permets une métaphore, c'est un peu le chef d'orchestre d'un orchestre symphonique. C'est-à-dire qu'ils doivent faire jouer différents instruments sur une partition. Et s'il n'a pas ces instruments-là, s'il n'a pas ces musiciens qui s'accordent sur le rythme, sur les intentions, qui comprennent la partition, il peut pas le faire, il peut pas faire. Et moi, je reste persuadé que notre rôle, elle l'a dit Céline, elle aimait beaucoup au début de sa carrière des gens qui criaient dessus, qui étaient très directifs. Je pense que la génération actuelle, elle a évolué. Elles ont besoin d'entraîneurs qui les accompagnent dans leur développement de joueuses personnellement et qui accompagnent des groupes dans leur épanouissement et dans leur construction. C'est l'histoire du management. C'est comme le dit Céline ou Alix, arriver à tirer le meilleur de chacune en tenant compte de leurs particularités, de leurs objectifs individuels. Et c'est un vrai travail d'accompagnement au quotidien, que ce soit même chez des jeunes joueurs. Aujourd'hui, un jeune joueur, il vient pour progresser individuellement, pour prendre du plaisir, pour performer. Et donc, l'accompagnement est vraiment nécessaire. Donc, ça nécessite une bonne connaissance des autres, mais surtout une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, on doit être capable que je le répète, l'histoire d'alignement avec sa personnalité, pour pas jouer un rôle
et pouvoir être crédible. Et quand vous êtes aligné avec vous et que vous embarquez des gens dans une aventure, les gens vous suivent. Et donc l'histoire d'accompagnement, je pense, c'est ce qui caractérise aujourd'hui l'entraîneur moderne. Ok, on va terminer maintenant avec 2 questions. Alors, je sais que Céline, tu as un camp destiné aux jeunes joueuses et plus particulièrement un peu aux meneuses de jeu. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour nos auditrices qui sont peut-être sur poste 1 et qui souhaiteraient progresser? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Pas facile à chaque fois, vous me bradez. Hein. Non, mais le travail, après, il n'y a pas de secret pour performer, pour avancer, pour évoluer. Il faut travailler. C'est pas en regardant que des vidéos qu'on va savoir maîtriser les mouvements. C'est pas en étant, en se disant je vais y arriver. Non, il faut aller sur le terrain, il faut travailler, il faut se connaître. Et comme on dit, c'est le plus difficile, hein, parce qu'on évolue, plus on est jeune et par exemple, moi j'ai commencé, j'étais pas forcément meneuse de jeu, puis je l'ai découvert, on m'a aidé, on m'a donné des clés, et donc on évolue. Mais après, une chose que je répète tout le temps à mon camp, c'est prenez du plaisir. Il faut, si on veut aller travailler, mais si on va travailler en traînant les pieds, ça sert à rien, on va pas travailler dans les meilleures conditions. Donc prenez du plaisir, on a la chance. Le basket, c'est un sport de jeu avec des coéquipiers, avec un entraîneur. Enfin voilà, on est quand même dans un cadre vraiment plaisant et donc du coup, il faut prendre énormément de plaisir sur le terrain et ça va se retranscrire sur la performance et sur les choses positives qui vont se dérouler. Donc plaisir, travail et en avant. Vous pouvez retrouver le lien vers le camp de Céline dans la description du replay. Alix, question différente pour toi, qui va être tout aussi dure. Quel conseil tu donnerais, toi, au jeune coach, celui qui démarre dans l'entraînement? Un conseil. Ah ouais. C'est compliqué, ça. Bien sûr. Un conseil, c'est de savoir s'adapter à ses propres joueuses. Savoir s'adapter à chacune d'entre elles ou à chacun d'entre eux, pardon. Parce que j'ai parlé au féminin. Mais c'est vraiment ça, ouais. Le premier conseil, ça serait l'adaptation. Ok, merci. Pierre, après tout ce live, est-ce que toi, tu as un message à faire passer au regard de toutes les thématiques qu'on a traitées? Moi, j'aurais la même question pour Céline et Alix. En fait, vous êtes des exemples pour les jeunes joueuses et vous êtes regardées très régulièrement. Quel conseil vous donneriez à une jeune meneuse de jeu? Moi, j'ai répondu un peu tout à l'heure avec que ce soit pour mon camp, tout ça, c'est quelque chose que quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait, quand on est appliqué, quand on respecte, à un moment donné, ses coéquipières, son entraîneur, son club, et je veux dire, on peut évoluer et on peut évoluer que dans le bon sens. Après, il faut pas commencer une carrière ou faire du basket en se disant je veux être professionnel, non. En tout cas, moi personnellement, c'est pas du tout comme ça que j'ai appréhendé ma carrière. Je savais même pas qu'on pouvait être professionnel. Donc du coup, il faut pas se fixer des objectifs comme ça de performance et de je veux être professionnel, parce qu'être professionnel ça veut rien dire. Il faut, moi en tout cas personnellement, ce que je dis souvent, c'est que ce que j'ai voulu, c'est être la meilleure version de moi-même et être un peu meilleur que la veille. C'est ça qui m'a poussé au quotidien pour avancer et qui me pousse encore. J'ai encore envie d'être meilleure que celle que j'étais la veille. C'est un peu plus difficile, mais du coup, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait aller à l'entraînement avec plaisir, avec envie, et qui me fait performer encore aujourd'hui. Alix? Non, je rejoindrai un peu Céline, mais pour moi, je dirais 4 phrases, 4 mots, on va dire, c'est travailler dur, parce que tout passe par le travail, avoir confiance en soi, et surtout être soi-même. C'est rester soi-même, pas vouloir prendre l'image de quelqu'un d'autre ou autre, c'est vraiment rester soi-même et après avoir confiance, travailler dur et comme elle l'a dit, prendre du plaisir parce que ça passe par là aussi. Merci. Moi, je vais juste, avant de te laisser la parole, Yann, je vais juste dire que je pense qu'il faut oser et que en fait, un entraîneur doit apprendre à ses joueuses à oser sur un terrain de basket, à prendre des initiatives dans un cadre structuré, mais elles doivent oser. Et effectivement, moi, j'aimerais vraiment voir des jeunes filles qui prennent des initiatives sur un terrain de basket, qui soient créatives et qui s'amusent.
Bien sûr, pour ça, il faut travailler, il faut se perfectionner. Mais en tout cas, il faut oser pour développer une zone de confort, pour mieux faire après. Et cette notion de oser et d'engager les gens et les jeunes filles dans l'activité, et c'est vraiment pour moi quelque chose d'important quand on est coach. En tout cas, avant qu'Yann le fasse, moi je voulais vous remercier toutes les deux parce que vous apportez deux éclairages totalement complémentaires, parce que vous êtes deux personnalités différentes. Et voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et franchement, vous êtes deux très bons exemples pour les jeunes futures meneuses de jeu. Céline, Alix, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou en vrai? Céline? Moi, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup Insta. Je pense que oui, c'est Capsule 1919, le truc un peu improbable. Mais après, voilà, moi, je suis pas une fanat, je suis pas cette génération des réseaux sociaux à fond. Mais voilà, j'ai une petite une page Facebook et puis Insta. Et après, j'ai pas Snap, tout ça. Non, ça j'ai pas. Donc, voilà. T'as un compte, je crois, pour ton camp aussi sur Facebook. On a une page sur mon camp, voilà, qui malheureusement n'aura pas lieu cet été. Ça va bien me faire triste parce que c'était notre 6e édition, je crois. Donc ça passe et c'est vrai que c'est toujours des moments super sympas avec, justement, comme tu le disais, c'était des meneuses de jeu. C'est encore un peu spécial meneuses de jeu pour essayer de donner des pistes un petit peu à ces jeunes joueuses. Alors certaines sont meneuses de jeu aujourd'hui, mais j'en vois d'une année à l'autre, elles ont pris 20 cm, donc c'est assez drôle, mais elles reviennent quand même. Et parce que le meneur de jeu a quand même c'est lui qui a quand même souvent le ballon, il développe des choses que les autres postes de jeu n'ont peut-être pas appris à développer ou ne développeront pas dans le futur. Donc du coup, d'avoir des camps comme ça où c'est un petit peu spécifique, c'était un peu l'idée qu'on voulait avec notamment Didier Servant et Patrick Roy, qui je pense que vous connaissez bien. Et donc du coup, on est ravis. Chaque été, il y a toujours plein de joueuses, mais je leur dis rendez-vous à l'année prochaine et voilà. Alix n'a pas participé à ton camp aussi En tant que joueuse, non, mais elle est parce qu'elle est jeune, mais elle est pas si jeune que ça. Mais elle est venue, effectivement, elle a été là, elle nous a rendu visite et donc après elle est bienvenue quand elle veut. Si elle veut venir intervenir de manière régulière, ça sera avec un grand plaisir. Et parce que c'est vachement important et je pense que aujourd'hui les jeunes, le fait de côtoyer des joueuses comme ça, moi quand j'ai commencé, je faisais des camps, il y avait très peu de joueuses professionnelles qui venaient et là de pouvoir côtoyer des joueuses qui sont en activité, qui sont en équipe de France et les avoir à côté de nous, enfin je vois les yeux qui pétillent de ces stagiaires là et donc c'est toujours top et j'ai la chance d'avoir pas mal de joueuses qui passent faire des coucous au camp, donc c'est top et merci à elles et puis voilà, donc Alix, c'est quand tu veux, tu reviens au camp. C'est gentil. Et puis bien sûr, on peut te retrouver à Basketland, parce que oui, quand on va reprendre. La saison Ligue féminine. Voilà, et la dernière, mais ouais, quand on reprendra, quand on aura un petit peu les feux verts, tout ça, on a hâte de retourner sur les parquets. Je pense qu'Alix, c'est pareil, et vivement qu'on reprenne notre sport. Alors là, on va avoir des entraînements individuels, mais nous, ce qu'on aime, c'est le collectif, donc vivement qu'on se passe la balle. Alix, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et en club? Au club, au Tango Bourges Basket. Et après, sur les réseaux, je suis beaucoup sur Insta. Facebook, pas trop. Snap, non, pas du tout. Et Insta, par contre, on voit que mes chiens. Donc, voilà. Le chien. Ouais. Des huskies, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, c'est A.Duché, il me semble que c'est ça sur ton compte. Ouais, c'est ça, c'est Alix Duché, ouais, A.Duché. C'est ça. Ok, super. Un grand merci, Céline, Alix, d'avoir pu nous éclairer de votre expérience sur le poste de meneur de jeu. Merci à Pierre de ton complément habituel sur l'aspect un petit peu de la formation et du coaching. J'ai plusieurs messages à vous faire passer avant qu'on se quitte. Je remercie Marion, que vous ne voyez pas, mais qui est aux manettes derrière et qui réalise l'émission. Il y a d'autres personnes, Marie et Guillaume, qui sont sur tout l'aspect visuel, qui construisent effectivement les petites intros que vous voyez ou sur les réseaux sociaux qui échangent. Merci aussi à David, qui a fait les montages vidéo, à Pat et Didier qui nous ont mis en connexion avec tout ce beau monde. Voilà, je tenais vraiment à remercier l'ensemble d'une équipe. On ne le voit pas toujours, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Retour au jeu, allez faire un tour sur ce que fait la fédération pour que les gens puissent retourner sur les entraînements de façon effectivement aménagée, en prenant toutes les précautions sanitaires.
Et pour ça, vous allez sur la page ffbb.com. Vous pouvez aussi aller voir ce que fait la Ligue des Alpes pour accompagner ces clubs avec l'opération dans la continuité du retour au jeu qui s'appelle Rebondir. Enfin, j'ai plusieurs petites recommandations à vous faire. On a toujours la chaîne YouTube Brest Basketball Coach, qui sont faits par nos collègues de Bretagne. La Ligue de Normandie, il y en a une petite nouvelle, c'est la Ligue d'Occitanie qui s'est aussi lancée. Allez jeter un œil. Toujours la page fédérale, la FFBB Formation avec un très haut niveau en termes d'intervention. Et une nouvelle initiative, un podcast fait par la Fédé, qui s'appelle Podcast FFBB Formation, si je ne me trompe pas, il me semble, Pierre-Olivier, et qui est accessible sur toutes les plateformes de streaming. C'est ça, Pierre? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, on arrive à la fin de ce live. Je voulais terminer par une petite note peut-être un peu engagée, mais je pense que c'est assez important. On ne peut pas non plus balayer ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, le racisme n'a aucune place dans notre société. Toutes les vies comptent. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Black Lives Matter. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. À bientôt. Bye bye.